monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir un exemple, comment calculer, comment trouver la liaison équivalente. On va calculer l'hyperstatisme et on va savoir lorsqu'on trouve un hyperstatisme, il correspond à quoi? Comment on va l'exploiter? D'accord? Donc, on va considérer l'exemple de deux rotules en parallèle. Ça veut dire un exemple de la mise en parallèle. Alors, on va avoir deux rotules. Ce sont deux rotules en parallèle. C'est le solide 1 et ça c'est le corps 2. Ils sont de centre A1 et de centre A2. Ça c'est la distance D. On va nommer la première liaison rotule L1 et la deuxième liaison rotule L2. On a notre repère X, Y et Z. Alors tout d'abord, on va chercher la liaison équivalente. Et avant tout, on a dit qu'il s'agit d'un schéma cinématique. On va tracer le graphe de liaison. On a seulement deux solides, 1 et 2. Entre 1 et 2, il y a deux liaisons rotules en parallèle. Donc, la première liaison L1 et la deuxième liaison L2. On va écrire, puisqu'il s'agit d'une liaison en parallèle, on a dit qu'on va utiliser le torseur statique. Mais tout d'abord, on va écrire les liaisons les torseurs statiques de la rotule 1 et la rotule 2. Torseur S1, S2. Il s'agit d'une rotule. Donc, il fait 3 rotations. Et donc, 3 rotations dans le modèle cinématique, ça veut dire 3 zéros dans le moment du torseur statique. 0, 0, 0. Et là, on aura X1, X2 et X3. Pardon, X1, Y1 et Z1. Pourquoi? Parce que le torseur statique, c'est le complément du torseur cinématique. Ça veut dire que si vous avez des composantes non nulles dans le torseur cinématique là, ils vont correspondre à des composantes nulles dans le torseur statique. Si vous vous rappelez de le torseur cinématique de la rotule, on avait alpha 1, alpha, bêta, gamma, 3 rotations. Donc, le complément dans ce sens, il y aura des zéros. D'autre part, on avait des zéros là. Donc, le complément, ici, on aura des composantes non nulles. D'accord? Donc, c'est de la liaison L1. Dans le point A1. On aura le torseur entre S1 et S2, de la liaison L2, de même, mais on aura X2, Y2, Z2, 0, 0, 0, de la liaison L2 dans le point A2. On a besoin de faire la somme, mais avant de faire la somme, il faut ramener soit le torseur du point A2 en A1, soit le torseur du point A1 à A2. Donc, on va par exemple ramener le torseur du point A2 en A1. Alors, le torseur, notre torseur c'est X2, Y2, Z2. C'est dans le point A2. Si on veut le ramener dans le point A1, qu'est-ce qu'on va faire? La résultante ne change pas. C'est X2, Y2,
Z2. Mais la résultante dans le point A1, c'est la résultante dans le point A2, plus la distance dans les deux points A1, A2, vectorielle le moment dans le point A1, c'est le moment dans le point A2 qui est 0, 0, 0, plus la distance A1, A2. Dans notre cas, A1, A2, c'est D. Et D, c'est suivant X. Donc, c'est D, 0, 0. Et puis, vectoriel, notre résultante. X2, Y2, Z2. D'accord? On aura X2, Y2, Z2. Et on va faire le produit vectoriel. Comme vous savez, on barre cette ligne. 0 moins 0, c'est 0. 0 plus 0, c'est 0. On barre cette ligne, on aura DZ2 moins DZ2, pardon. Parce que lorsqu'on barre la deuxième, on commence par 0x2, c'est 0, moins DZ2. Donc, moins DZ2. Et lorsqu'on barre la dernière ligne, c'est DY2. D'accord? C'est dans le point A1. Maintenant, on a ramené le torseur A2 dans le point A1 de la liaison L2. Dans ce cas, on peut faire la somme entre le torseur de la liaison L1 et le torseur de la liaison L2 puisqu'ils sont exprimés dans le même point. Alors, le torseur équivalent entre S1 et S2, ça sera X1 plus X2, Y1 plus Y2, Z1 plus Z2 et 0 moins D Z2 D Y2. C'est notre torseur équivalent. Donc, on peut écrire notre système, comme je vous ai dit. On aura 6 équations. Alors, X équivalent, c'est X1 plus X2. Y équivalent, c'est Y1 plus Y2. Z équivalente, c'est Z1 plus Z2. L équivalente, c'est 0. M équivalente, c'est moins D Z2. Et N équivalente, c'est DY2. C'est notre système. Donc, on va voir cette liaison, c'est quoi? Normalement, cette liaison, on peut voir que le seul mouvement permis, car on a dit que dans un torseur statique, les composantes non nulles, ce sont des mouvements interdits, tandis que les composantes nulles, ce sont des mouvements permis. Donc, on a une composante non nulle suivant x de moment. Donc, le seul mouvement possible, c'est une rotation autour de x. Et la liaison qu'on a fait qui fait seulement une rotation suivant x, c'est un pivot. Donc, il s'agit, la liaison équivalente, c'est un pivot d'axe OX. D'accord? Et maintenant, puisqu'il s'agit d'un pivot d'axe OX, on va chercher l'inconnu hyperstatique. Tout d'abord, on va calculer le H et savoir c'est quoi cet inconnu hyperstatique. Donc, on a dit que notre H, c'est NS moins RS. NS, c'est le nombre d'inconnus. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 inconnus. Le rond, c'est 5, puisqu'on a ici une équation qui est égale à 0. Donc, RS, NS, 6, RS, 5. Alors, H, on a dit que c'est NS moins RS, ça sera 1. Ça veut dire qu'on a une inconnue qu'on ne va pas arriver à déterminer selon l'étude statique. C'est ça notre système. On va voir quels sont les inconnus qu'on peut déterminer. Alors, on peut déterminer Z2.
Et on peut déterminer Y2 puisqu'il s'agit d'un système à une seule inconnue. En déterminant Z2 et Y2, on peut déduire Y1 et Z1 car ces Y équivalents, X équivalents sont connus. Donc, on connaît maintenant Z2, Y2, Z1, Y1, Y1. Il nous reste cette équation. Dans cette équation, on a deux inconnus et une seule équation. Alors, l'hyperstatisme est relatif à cette relation. On a bien vérifié que H est égal à 1. Et lorsqu'il s'agit d'un hyperstatisme sur les efforts, ça veut dire sur les forces, il correspond à une condition géométrique de distance à respecter. Je répète, on aura d'hyperstatisme soit sur les efforts, soit sur les moments. Ici, on a un hyperstatisme sur les efforts, donc il correspond à des conditions géométriques de distance. On va chercher suivant X. C'est quoi la distance qu'on doit respecter? Dans notre cas, on a la distance entre les centres de rotule, on peut la renommer D1, et la distance, cette distance-là, c'est D2. Donc, pour monter ce système, il faut bien que D1 soit égal à D2, et ceci revient aux hypothèses que les liaisons sont parfaites, ça veut dire sans jeu. Donc, l'inconnu hyperstatique, notre inconnu hyperstatique, s'il nous demande, on va dire c'est soit x1, soit x2. C'est pas les deux, parce que si on connaît x1, on va déduire x2, et de même, si on connaît x2, on va déduire x1. Alors, l'inconnu hyperstatique, c'est une inconnue qui correspond à une condition géométrique de distance. Dans notre cas, on peut modéliser ceci, ou vous pouvez faire comme raison de vérifier que D1 est égal à D2 pour monter le mécanisme. C'était le premier exemple. On va voir dans la suite le deuxième exemple.